Il y avait des quotas de notes à distribuer dans une équipe. Et mon manager avait préféré donner une bonne note à un homme qui venait d'arriver plutôt qu'à moi, qui était une femme d'une trentaine d'années, dont il savait que j'allais vouloir avoir un deuxième enfant. Enfin, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu réagis? Alors, je ressens de l'injustice très forte. Je l'exprime à mon manager, je l'exprime au manager de mon manager, et je me dis, bah, si c'est comme ça, je m'en vais. Elle est dirigeante au sein d'une entreprise qui fait près de 5 milliards d'euros par an. Quand elle a quitté son premier job, tout le monde lui disait qu'elle était folle, que c'était n'importe quoi, et pourtant maintenant elle est au sommet. Elle s'appelle Catherine Adam, son parcours est vraiment inspirant et elle est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Inspirel. Bonjour, je m'appelle Catherine Adam, je suis directrice des opérations à la MGN et je dirige 2500 personnes. Donc Catherine, j'ai regardé, j'ai fait mes devoirs. Le total bilan combiné de la MGEN, c'est 5 milliards d'euros. Déjà, ça veut dire quoi, total bilan combiné? Et ensuite, ça veut dire que tu prends quand même des décisions qui peuvent valoir des milliards. C'est une dinguerie, comment t'en es arrivé là? Alors, comment j'en suis arrivée là? Bah, c'est une longue histoire, en fait. Donc, parce que tu débarques pas comme ça au sommet du comité de direction d'une entreprise qui fait autant, c'est incroyable. T'as fait d'autres choses avant? Bah, effectivement, j'ai fait beaucoup de choses avant, donc c'est toute une histoire. Je vais peut-être pas tout raconter d'un coup, mais en tout cas, je vais commencer par le début. J'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai une formation d'ingénieur et j'ai commencé ma carrière chez IBM. D'accord. Chez IBM, j'ai exercé plusieurs métiers. J'ai commencé par faire du technico-commercial. Ensuite, comme on travaillait beaucoup aux côtés des ingénieurs d'affaires, donc qui sont les équipes commerciales, qui étaient et qui sont toujours en lien avec les entreprises. J'ai souhaité être ingénieur d'affaires. D'accord, parce que du coup, finalement, là, déjà, aujourd'hui, ce que tu fais au sein du comité de direction, c'est pas de l'ingénierie. Ah, pas du tout. Ok, donc toi, tu es directrice des opérations. Ouais. C'est quoi exactement? Déjà, au quotidien, ça ressemble à quoi tes tâches? Tu fais quoi? Alors, au quotidien, mes tâches, je fais partie du COMEX, comité exécutif. Donc, une de mes missions, c'est de prendre des décisions pour le développement de l'entreprise. Et au quotidien, c'est de manager des équipes. À la direction des opérations de la MGN, il y a 2500 personnes. Donc, tu gères 2500 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. C'est énorme. Alors, c'est énorme. Et c'est vrai que plus tôt dans ma carrière, ça aurait pu m'inquiéter. Ouais, tu t'en rends compte aujourd'hui que tu fais ça ou... Ouais, je Tu t'arrives à dormir la nuit, tu te dis, oh là, il y a 2500 personnes en permanence. Oui, je dors très bien la nuit parce que je suis bien épaulée en fait, parce que la direction c'est un travail d'équipe. Donc et je pense que c'est très important dans une carrière d'être bien entouré, d'être bien entouré en termes personnels et aussi dans l'entreprise d'avoir la bonne équipe. Ok. Donc tu commences ingénieur chez IBM, tu évolues un peu chez IBM pendant un certain temps, et après qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, à un moment donné, au bout de, je sais plus, 5 ans, on me propose de faire du management chez IBM. D'accord. Et en fait, là, pour le coup, je me trouve pas légitime. Je n'ose pas. J'ai l'impression de un peu le syndrome de l'imposteur? Oui, un peu le syndrome de l'imposteur. Et j'ai envie en fait de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises, donc je me dirige vers le conseil chez IBM. Et j'ai la grande chance en fait, je pense que c'est intéressant quand on rentre dans des grosses boîtes comme IBM de pouvoir bénéficier de beaucoup de formations. Donc à ce moment-là, je bénéficie d'une formation en conseil d'organisation et en e-commerce, e-business. C'était le début de l'ère digitale. Donc c'était à peu près quelles années à ce moment-là? Ça, c'était dans les années 99-2000. Ok, donc la révolution de l'an 2000, IBM, tout ça, c'est l'explosion. T'es au bon endroit au bon moment. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que j'ai été souvent au bon endroit au bon moment. Alors après, j'en ai fait des choses, mais... Tu penses que c'est quoi la proportion de chance, entre guillemets, dans une carrière et de compétences? Parce que finalement, je pense qu'il faut toujours faire preuve quand même un peu d'humilité. Ouais. Et parfois, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte à quel point la chance peut jouer. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une vie, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, tu peux être super performante, peu importe, ou super performant, peu importe ce que tu fais. Parfois, il y a toujours des couacs qui arrivent. Toi, tu penses dans quelle mesure est-ce que ça a été compétence et un peu de chance en même temps? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je pense quand même que je dirais 80-20, 70-30, 70 compétences, 30 chance. Pareto, 80-20. Voilà, j'adore le 80-20. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé dans ma carrière et je continue, et encore beaucoup maintenant, et j'y reviendrai peut-être après,
Donc, je dirais 80, donc quand même la compétence. Et après, la chance, il y a des éléments externes qu'on ne maîtrise pas, mais je pense qu'elle se provoque aussi un peu quand on est ouvert à l'inconnu, à des nouveautés. Mais ça joue, effectivement. Okay. Donc, du coup, après, tu fais du conseil chez IBM. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, je fais du conseil et à un moment donné, je travaille pour... il y a une conjonction de choses. Je travaille pour Europe Assistance, donc une société d'assistance qui fait de l'assistance rapatriement, assistance automobile. Et cette année, chez IBM, c'était ma 10e année chez IBM. En fait, chez IBM, comme dans pas mal de boîtes, on a en fin d'année une évaluation. Et en fait, j'ai eu une mauvaise évaluation. J'ai trouvé que c'était très injuste. D'accord. Tu dirais que tu as ressenti de la discrimination à ce moment-là? Oui. Et j'en ai rarement senti de la discrimination. À ce moment-là, j'ai ressenti de la discrimination parce qu'en fait, il y avait des quotas de notes à distribuer dans une équipe. Et mon manager avait préféré donner une bonne note à un homme qui venait d'arriver plutôt qu'à moi, qui était une femme d'une trentaine d'années, dont il savait que j'allais vouloir avoir un deuxième enfant. Enfin, je pense qu'il y a eu à ce moment-là discrimination. Et j'en ai rarement vécu, mais ce moment-là, donc voilà. Et quand ça t'arrive, du coup, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu réagis? Alors, je ressens de l'injustice très forte. Je l'exprime à mon manager, je l'exprime au manager de mon manager, et je me dis, si c'est comme ça, je m'en vais. Ok. Et ça faisait combien de temps que tu étais dans la boîte? Ça faisait 10 ans que j'étais chez IBM. Après 10 ans, ça part. Donc je me dis, ok, je vais chercher. Et c'est assez amusant parce qu'à ce moment-là, mes collègues me disaient, mais c'était l'âge d'or d'IBM. Donc on ne quittait pas IBM comme ça. Quand je suis rentrée chez IBM en 90. T'es malade, t'es une folle. Mes collègues me disent, mais pourquoi tu fais ça? Mes parents étaient très inquiets. Et du coup, je pars chez Europe Assistance, qui était mon client. D'accord. Pour donc tu faisais du conseil en fait chez Europe Assistance depuis IBM et après tu es rentrée chez... Exactement. J'étais consultante IBM pour Europe Assistance et donc je suis embauchée par Europe Assistance. Et c'est toi qui les as démarchés ou ça s'est fait naturellement? Non, ça s'est fait naturellement. Donc c'était une conjonction là pour le coup, c'est de la chance aussi. Donc moi je me dis je veux partir et en même temps on me propose ce poste. Et du coup ça c'était quand même un peu un risque, c'était un risque de quitter IBM. C'était un risque de prendre aussi un poste de management, parce que je ne faisais pas de management chez IBM, j'étais consultante. Et en fait, ça a été finalement une très belle opportunité. J'ai passé 17 ans chez Europe Assistance et j'ai eu l'occasion de gravir différents échelons. Et après Europe Assistance, du coup Europe Assistance, donc j'arrive responsable d'organisation sur un projet groupe. Donc ça, c'était intéressant, c'était une nouveauté pour Europe Assistance. Europe Assistance l'a implanté partout dans le monde. Ça a été créé en France, donc la holding est en France. Donc je travaillais pour la holding. Pour un directeur général qui était un ancien DG de Generali, un Italien de 60 ans, une personnalité incroyable. Alors, comme ça. Est-ce qu'ils sont quand même forts de caractère, j'imagine? Ouais. Ok. Donc c'est en mode c'est comme ça et c'est pas autrement? Alors oui, non, pas exactement. Ils sont forts de caractère, mais surtout, il y a beaucoup de diplomatie, il y a de la diplomatie tant que tu ne pas tes spaghettis à la cantine. C'est ça, c'est ça. Et chez Europe Assistance, j'étais sur un projet groupe et c'était amusant parce qu'en fait, j'animais un groupe de travail pendant 6 mois avec des collaborateurs de toutes les entités. Et là, j'ai pu voir en fait les différences de culture. Et on faisait des ateliers où les Italiens parlaient italien, les Espagnols leur répondaient en espagnol, mais ils se comprenaient. On avait les Allemands et les Anglais qui arrivaient toujours à l'heure, les Français qui étaient toujours en retard. Super drôle. Voilà. Mais bon, c'était voilà, on a quand même travaillé et créé des choses intéressantes avec ce groupe. Ok. Et donc, et du coup, c'est après Europe Assistance que tu arrives à la MGEN. Voilà. Quand tu arrives à la MGEN, tu es arrivé directement au comité exécutif ou pas? Alors oui, mais alors, avant la MGEN, en fait, je suis rentrée d'abord dans le groupe VIV en tant que directrice générale parce que du coup, la MGEN fait partie du groupe VIV. Voilà, la MGEN fait partie du groupe VIV, donc c'est un groupe de mutuelles, le premier groupe mutualiste en France. Et après, effectivement, j'ai l'opportunité de prendre le poste de directrice d'opération au comité exécutif d'MGEN. Incroyable. Et là, c'est un poste que j'occupe depuis janvier 2022. Ok, donc finalement, c'est assez récent. C'est assez récent. Okay, incroyable. Aussi, je veux parler un peu de ta responsabilité dans ton métier, parce que si tu te plantes, il se passe quoi? Alors, je porte une grosse responsabilité en tant que directrice d'opération, parce qu'en fait, ce qu'on vend à nos clients quand on est une assurance santé, c'est le service rendu par les opérations, donc le service client et les opérations. Et en plus, là, on est en train de passer dans un nouveau monde où jusqu'à maintenant, on travaillait en assurance individuelle avec des personnes physiques, et maintenant, on va passer en collectif. Donc,
Donc, en collectif, ça veut dire que notre client de demain, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça veut dire que, grossièrement, si je suis un peu barbare, avant, c'était donc chaque prof dans l'éducation nationale qui souscrivait directement à la mutuelle. C'est ça. Et maintenant, mutuelle ou assurance? Ouais, mutuelle, mais l'assurance, ça va aussi. Okay. Je ne veux pas dire de bêtises. La mutuelle fait partie de l'assurance. Sinon, il y a un groupe de 5 milliards qui va me tomber dessus. Non. Ok, et donc avant, donc, c'était chaque prof, un par un, qui souscrivait. Et maintenant, c'est chaque prof, dès qu'il va être à l'éducation nationale, automatiquement, il va avoir cette assurance souscrite pour lui. Exactement. Okay. Exactement. Donc, c'est déjà le cas dans le privé, mais dans la fonction publique, c'est nouveau. C'est ce qu'on appelle la PSC, donc la réforme de la PSC, qui est en train de se déployer. Donc, on est en pleine transformation à la MGN. Et l'enjeu est énorme. Parce que qu'est-ce qui change? Les contrats changent? Alors, ce qui change, les contrats changent. On crée maintenant une relation avec l'employeur-ministère qu'on n'avait pas avant. On a tout un tas de sujets aussi techniques, informatiques, de flux de données qui vont circuler entre le ministère et nous. Donc, il y a des sujets de technique de système d'information, il y a des sujets de processus. Il y a de la concurrence aussi, parce que et du surtout, coup, le ministère fait... tu as raison. Donc, effectivement, j'aurais dû le dire d'ailleurs, la première chose qui change, c'est qu'on rentre dans un monde de concurrence. Et donc, l'appel d'offres du ministère de l'Éducation nationale est tombé récemment. On va y répondre et d'autres acteurs vont y répondre aussi. Parce que concrètement, du coup, toi, en tant que directrice des opérations, par exemple, ça va être faire en sorte que jusqu'au plus petit échelon, tu me disais, faut qu'on ait un taux de réponse sur les appels de 90%, sinon on n'est pas compétitif. C'est exactement ça. Et donc, finalement, c'est toi qui vas gérer un peu les 2500 personnes de ce truc-là pour que jusqu'au bout du bout, tout le monde soit bien efficace dans tous les process. Ouais, c'est exactement ça. Effectivement, c'est la responsabilité de la direction d'opération. Dans les appels d'offres, on a des critères et donc il faut, par exemple, 90% de taux de réponse, des délais de remboursement de 3 à 5 jours. Et c'est là-dessus qu'on est évalué. Donc c'est hyper important. Donc c'est mon rôle, c'est le rôle de mon équipe, bien sûr, en coordination avec le comité exécutif. Et donc, du coup, la moindre petite erreur, ça peut... on peut faire des petites erreurs, mais pas trop quand même. Parce que, ça me fait penser, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Alors, il y a une histoire. C'est un peu différent, mais ça montre que parfois, des petites erreurs, ça peut faire du gros caca. Des dégâts. Ouais, des gros dégâts. C'était aux États-Unis, c'est un soda qui s'appelle Sierra Mist. C'est un peu un équivalent de Sprite. Ouais. En fait, il y avait une influenceuse qui faisait des vidéos qui avait plusieurs millions d'abonnés et qui s'appelait Sierra Mist aussi, légèrement écrit et différent. Ouais. Et donc, en fait, Sierra Mist, ça appartient à Pepsi. Et Pepsi, du coup, lui a envoyé une mise en demeure en disant tu dois changer ton nom. Et en fait, la fille, elle a regardé et elle a vu que leur marque déposée Sierra Mist était caduque, était expirée. Ouais. En fait, ils l'ont pas renouvelé. Ils n'avaient pas renouvelé le normalement, c'est quelque chose que tu fais automatiquement, mais ils l'ont pas fait. Et donc, elle l'a acheté et du coup, Pepsi s'est retrouvé dans la merde et ils ont essayé de lui acheter, du coup, reacheter la marque déposée à cette fille-là pour 10 millions de dollars. Elle a dit non et maintenant, elle est littéralement en train de leverage le truc, d'en profiter comme malade. Et ils ont dû changer le nom de la boisson, du coup. Ouais. Hyper drôle. Donc, parfois, une petite... ça, c'est une erreur qui coûte très cher. Qui coûte très cher. Et puis, t'as un outsider qui sort de nulle part qui gagne, c'est super drôle. Mais d'ailleurs, en parlant d'outsider, c'est ce qu'on est en train de vivre dans les appels d'offres. On a des nouveaux entrants qui sont en concurrence avec nous et qu'on n'attendait pas forcément. Et puis, j'imagine quand même que ce qui peut être plus facile pour eux, c'est qu'ils ont une taille humaine plus réduite. Et donc, t'as quand même... une facilité d'organisation et de rebondir qui est quand même beaucoup plus facile quand tu as... alors, je ne sais pas à quelle taille font les autres entreprises sur les appels d'offres, mais c'est beaucoup plus facile de s'adapter quand tu as 500 personnes dans l'entreprise que quand on a 2500 à gérer. C'est ça, effectivement. Il y a plus d'agilité, ils peuvent être aussi plus en avance que nous sur le digital, et puis ils ont moins de frais de gestion. C'est-à-dire que nous, on est une grosse entreprise, donc on est très solide. Bon, il y a 10 000 personnes à la MGN, on couvre 4 millions de personnes, donc c'est une très grosse entreprise, robuste, solide, mais qui peut parfois manquer d'agilité dans certains domaines. Tu me disais juste avant d'ailleurs que tu avais fait un plateau sur BFM TV. Oui. C'était sur BFM TV ou BFM Business? C'était sur BFM Business. Ok. Ça s'était bien passé ou tu avais eu peur? Parce que tu me disais que tu as peur des caméras à la base. On dirait que normalement les gens ont peur des araignées, les caméras. Bon. Alors moi, j'ai pas peur du tout des araignées. Ok. Mais c'est vrai que j'appréhende. Genre, tu prenais des araignées sur ta main sans non, problème. pas de problème. Okay, même des grosses araignées. Ouais, je pense. Parce que... Bien grosses avec plein de poils et des grosses pattes comme ça. Alors, moi, j'ai 2 sœurs, on est 3 filles. Et c'est vrai que quand il y avait des araignées à la maison, c'était toujours moi qui m'occupais des araignées. Bon, je n'ai pas peur des araignées. Par contre, j'ai peur des caméras. Et là, là, c'est impressionnant. On arrive sur un plateau, il y a un journaliste. Je pense que.
Bon, peut-être que les personnes sont plus ou moins à l'aise avec ça. Ouais. Et t'as pas particulièrement bafouillé, tout s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Par contre, j'ai trouvé que j'étais pas très souriante. Donc maintenant, j'y pense quand je fais des d'entretien. Puis en plus, j'avais pas Cédric en face de moi non plus. Donc, incroyable. Et dis-moi d'ailleurs quelque chose sur ta carrière que je ne sais pas. Je sais pas, par exemple, un petit job que tu as fait avant de faire tous ces grands trucs. Et je sais pas, est-ce que tu as travaillé à McDo? Tu m'as dit juste avant d'ailleurs qu'avant tu voulais faire journaliste sportive. Ouais. Pourquoi tu n'as pas fait journaliste Oui, c'est vrai. Pourquoi tu n'es pas journaliste sportive? C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et c'est vrai que quand j'avais 18-20 ans, je voulais être journaliste sportive ou prof de maths. Wow, parce que j'aimais beaucoup les maths et j'aimais la transmission. Ah bah, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on parle ensemble avec Catherine. Il y a trop de choses que je ne sais pas. Okay. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait comme job? Donc j'ai pas fait beaucoup de jobs. J'ai donné des cours de maths. Donc tu as donné des cours de maths. Voilà, je faisais ça effectivement quand j'étais étudiante. Je donnais des cours particuliers de maths. Okay. Si tu devais donner un conseil à une jeune femme ou à n'importe quelle personne, sur quoi investir dans le futur pour sa carrière? Est-ce que ça serait l'intelligence artificielle, parce que quel que soit le domaine, on va probablement en avoir besoin? Sur quoi est-ce qu'il faudrait miser pour l'avenir d'après toi? Donc effectivement, il y a les nouveaux métiers. L'intelligence artificielle, ça va révolutionner, je pense les métiers. Donc tous les métiers un peu mécaniques, automatiques risquent de disparaître. Donc ça peut être quelque chose. Après, moi je dirais, il faut miser sur un métier qu'on aime. D'accord. Et après, donc moi je dirige ou je manage. Les métiers de manager, ils vont toujours exister. Donc je crois que ce qui est important surtout, c'est de faire quelque chose qu'on aime et où on s'amuse. Le poste que tu occupes, c'est quand même un poste qui est convoité. Est-ce que tu as vu de la compétition déjà pour y accéder? Oui. Effectivement, c'est un poste. Enfin, les postes de comité de direction ou de COMEX, c'est des postes où il y a de la compétition. Ouais. Donc oui, il y a eu de la compétition. C'est Squid Game pour rentrer, c'est la guerre. Alors Squid Game peut-être pas, mais il peut y avoir des déceptions puisque là en fait les postes sont ouverts. Ouais. Quand j'étais chez RMA, il y avait une personne qui avait occupé le poste de DG par intérim pendant 9 mois et ça a été très compliqué ensuite de travailler avec elle parce qu'elle considérait que c'était son poste. Est-ce que le poste que tu occupes actuellement, donc le comité exécutif, est-ce que normalement ce sont des postes qui sont plus donnés aux hommes? Ou est-ce que tu sens que tu as une difficulté à y rentrer parce que tu étais une femme ou pas du tout? Alors celui-ci, pas du tout, parce qu'à la MGN, on a vraiment une mixité qui est très présente. J'ai vu sur le site parce que j'ai fait mes devoirs, 49% de femmes au comité exécutif, il me semble. Ouais, donc voilà, donc effectivement, donc on a la parité au comité exécutif. Par contre, c'est vrai que dans mes entreprises précédentes, IBM un peu, mais surtout Europe Assistance, c'était très masculin. Okay. Et du coup, tu as senti l'évolution. Tu penses que c'est plutôt spécifique à une entreprise ou tu penses qu'il y a quand même une évolution globale de meilleure reconnaissance du travail des femmes et donc plus d'égalité dans l'accès aux grands postes? Ouais, je dirais les deux. Je pense que il me semble qu'il y a plus de femmes dans les postes de comité de direction qu'avant, même si ce n'est pas suffisant. Et après, ça dépend des entreprises et du dirigeant aussi, beaucoup. Et du coup, comment est-ce que tu balances ta vie perso et ta vie professionnelle? Tu as un enfant, tu me disais. Ouais. J'imagine que tu es super organisée. Comment tu fais pour t'organiser? C'est quoi tes petites astuces? Ouais, alors c'est vrai que donc j'ai un enfant, mon fils Tanguy, il a 24 ans, donc maintenant il est grand. Mais, bonjour Tanguy, il sera content. Ouais. Et c'est vrai que quand ils sont plus petits, c'est compliqué. Alors moi, je crois vraiment que c'est une question d'organisation. Donc quand Tanguy était plus petit, en plus à ce moment-là, j'ai travaillé sur un projet européen, donc j'étais beaucoup en déplacement. Donc j'ai la chance d'avoir ma maman qui s'en est beaucoup occupée. Et puis j'avais une nounou. J'étais très vigilante aussi le week-end à pas travailler pour être avec mon fils. Donc c'était une question d'équilibre. Je pense qu'il faut vraiment définir en amont ce qu'on veut faire. Quand on m'a proposé ce poste où je devais aller 2 jours par semaine en Belgique, j'ai réfléchi le soir et le lendemain matin, je suis allée voir mon chef et je lui ai dit OK, mais ça sera le mardi et le mercredi parce que je savais que le mercredi, on pouvait garder Tanguy. Enfin, voilà, donc en fait, je pense qu'il faut être assez clair sur quelle équipe de vie on veut avoir et après, ça s'organise plutôt bien. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et parce que comme on vient de discuter, moi, je sais que j'aime pas être en retard, toi non plus. Tu notes tout dans ton agenda. Moi, c'est ma technique pour m'organiser. Je note tout dans mon agenda, des heures, dès que je planifie quelque chose avec quelqu'un ou que j'ai une réunion. Je note tout, même le week-end pour les sorties avec les potes, je planifie tout. T'es comme ça aussi ou toi, tu gères comment? Alors oui, côté boulot, je suis comme ça. Donc j'ai un agenda où moi, je peux faire 10 réunions par jour. Donc j'ai un agenda qui est très chargé. Et alors j'ai la chance maintenant que je fais un poste de direction d'avoir un assistant aussi qui m'aide beaucoup.
Mais oui, je note tout. Et par contre, j'ai un côté un peu plus bohème dans ma vie personnelle où justement, j'aime pas, je déteste avoir à gérer un agenda en dehors de ma vie pro. Ok, c'est marrant. Et en fait, alors moi, je sais qu'un truc qui m'aide beaucoup, je pense que c'est hyper important et je pense que c'est un conseil qu'on pourrait donner à toute personne. En vrai, être organisé déjà dans la vie professionnelle, c'est un atout énorme, c'est un gain de temps énorme, c'est un gain de productivité énorme. Je pense que c'est un gain de charge mentale. Ouais, de charge mentale exactement qui est grand. J'en suis au point perso où, en fait, comme je note tellement tout, bah, ça fait que je n'ai plus à y penser. Donc, je pense pas à des choses. Et parfois, du coup, je fais des commandes, soit sur des trucs que j'ai besoin, soit voilà. Et en fait, parfois, j'ai des commandes Amazon qui arrivent chez moi pendant que je suis en train de travailler, avec le livreur qui sonne et je ne sais même pas que j'ai commandé quelque chose. J'ai oublié que j'ai commandé. Et à chaque fois, j'ai l'impression de me faire Noël à moi-même parce que j'ouvre des paquets, je suis trop content parce que je me fais des cadeaux. J'adore ça. Bref, et du coup, est-ce que tu as un conseil sur comment bien s'organiser? Comment bien s'organiser? Je pense que c'est important en fait d'avoir des habitudes. Il y a un bouquin qui s'appelle La force des habitudes. Et c'est vrai que quand on a des habitudes très réglées, en fait, après, c'est ce que tu dis, ça devient automatique. C'est-à-dire que c'est plus un effort. C'est Steve Jobs, par exemple, qui lui s'habillait tout le temps en noir parce qu'il voulait pas faire, il voulait pas faire d'efforts. Il fait pareil. Il y en a pas un qui fait pareil. Voilà, mais en fait, je pense que c'est important effectivement de planifier et puis de rentrer dans des routines sur certains sujets parce que du coup, ça devient automatique et on gagne en efficacité. Et puis aussi, c'est important de savoir dire non. Alors moi, j'ai mis du temps à y arriver. Parce que j'ai plutôt envie de dire oui un peu à tout. Je suis pareil. Et en fait, à un moment donné, on n'est plus sur les priorités. Et quand tu dis que tu disais non, tu dis non à par exemple, des sorties avec des amis ou du professionnel aussi? Je parle du professionnel surtout. Ok, ça c'est intéressant. Mais les amis aussi, mais moi je parle du professionnel. Parce que c'est intéressant parce que on se dit, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux teams. Il y a l'équipe qui dit faut tout travailler dès que ton boss ou quelqu'un te dit fais ça, boum, tu le prends pour bien travailler, gravir les échelons. D'un autre côté, je sais que je connais pas mal de personnes qui sont en mode bon, bah en fait, finalement, tout ce que tu gagnes à travailler plus, à travailler plus vite, bon, bah c'est toujours plus de travail, sans forcément plus de reconnaissance. C'est quoi l'équilibre pour toi? Je pense que l'équipe, je vais revenir, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut, parce que j'ai remarqué que les gens qui avaient des idées bien définies sur ce qu'ils voulaient faire, par exemple, moi j'ai toujours dit, je veux pas travailler le week-end. Alors je le fais parfois, mais c'est important d'avoir du temps pour mon fils le week-end. Donc définir ses priorités. Et après, sur les postes de management, ce qui aide aussi beaucoup, c'est la délégation. C'est-à-dire qu'il faut déléguer le plus possible aux équipes, faire confiance. Alors ça, c'est un art difficile, j'ai pas toutes les clés, mais... parce que naturellement, tu dis, ce sera jamais fait aussi bien que ce que moi je fais. Alors c'est vrai que moi, j'avais beaucoup la tendance, alors je pense que je l'ai un peu moins et je peux l'avoir encore, où en fait, je délègue assez facilement, mais quand ça va pas assez vite ou comme je veux, je reprends le sujet. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que ça démotive les équipes. En mode, la personne, elle dit, ok, je fais pas assez bien, ça sert à rien. Et du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut plutôt montrer à la personne comment bien le faire rapidement, il faut plutôt montrer, dire est-ce qu'on peut aider, et puis il faut accepter, et ça je pense qu'on l'accepte plus avec l'expérience, en tout cas c'est mon cas, de se dire si ça plante, ça plante, et c'est pas grave, et j'en prendrai la responsabilité, et la fois d'après ça ira mieux. Bon, sauf quand il y a vraiment faut évaluer le risque, si vraiment il y a un risque trop important, là il faut vraiment se bouger. Mais sinon c'est aussi l'expérience, c'est en apprenant et en se trompant qu'on progresse. Alors aussi, il y a quand même toujours des couacs qui arrivent dans l'organisation, ça arrive toujours, même si tu peux pas toujours tout contrôler, loi de Pareto, tous ces trucs-là. Ça a été quoi, toi, le pire jour de travail de toute ta vie? Je pense que, alors je sais pas si c'est le jour, mais ce dont je me souviens, il y a deux choses dont je me souviens. C'est quand j'étais sur Absence, j'étais sur un gros projet et puis qui avançait pas comme il fallait. Donc le DG avait été chercher des consultants qui répondaient directement au directeur général, qui nous bypassait tout le temps, nous l'équipe projet. Moi j'étais directrice de projet. Et à un moment donné, le DG m'a annoncé que je sortais de la direction de projet et que je prenais un poste subalterne. Et donc ça a été très dur. Et un autre jour qui a été très dur, c'est plus personnel, j'étais en Belgique justement, et mon fils était tombé dans la cour d'école, il s'était cassé les deux dents, et j'étais pas là. Bon, pas tout le temps là, mais... Et du coup, comment tu réagis, comment tu survis à ce genre en fait, après, c'était pas si dramatique que ça, quand on prend, donc j'appelle ma maman, et puis j'arrive le soir, mais voilà, c'est les trucs qui m'ont un peu marqué. Après... il y a plein de jours aussi où ça s'est pas passé comme c'était prévu, mais en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte, c'est pareil, ça, je pense que l'expérience aide.
que les situations critiques, il n'y en a pas tant que ça dans une vie professionnelle. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ok, si tu devais donner un conseil aux jeunes filles pour réussir dans leur carrière professionnelle, ce serait quoi? Ce serait... ce serait déjà de se dire que tout est possible. Enfin, pour les jeunes filles, enfin, moi je pense que pour les filles comme pour les garçons, c'est pareil. Ouais. Et puis, ce serait de faire, là je vais redire, c'est d'aller vers quelque chose qu'elles aiment et voilà. Enfin, je pense qu'il faut savoir ce qu'on a envie de faire et faire aussi un job où elles s'amusent. Ouais, carrément. Et puis je pense aussi ne pas trop écouter forcément ce que te disent les autres, parce que regarde, toi, quand tu as quitté IBM au bout de 10 ans, tes collègues te disaient t'es folle, tes parents te disaient oula, t'es à moitié en train de pleurer dans le salon. Oui, c'est ça, pourquoi c'est exactement ça. Et entre guillemets, tu en as fait qu'à ta tête, où tu savais où tu voulais aller. Comme tu le disais, ça te faisait plaisir, t'as pas forcément écouté ce que les gens te disaient de faire. Et oui, je pense qu'il faut vraiment... Le résultat est là, c'est sans appel. Je pense qu'il faut vraiment écouter ses intuitions, parce que souvent elles sont bonnes. Après, c'est intéressant d'échanger avec les uns et les autres, mais... Faut pas rester borné. Ok. Et si tu devais leur donner un conseil sur comment des dirigeantes... sur comment diriger plutôt leur vie personnelle et professionnelle de la même façon que toi, tu diriges finalement dans ta vie professionnelle et personnelle? Moi, je pense que le conseil, c'est de bien se définir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, définir ses priorités, définir le temps qu'on veut allouer au travail, le temps qu'on veut allouer à sa vie. Tu penses, on prend une fiche, on écrit comme ça, ok, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux faire, voilà quel temps je veux passer. Alors après, c'est difficile peut-être à écrire comme ça, mais souvent on parle de l'histoire des cailloux que tu dois connaître, les gros cailloux qu'on met on prend une bassine et on se dit, faut commencer par mettre les gros cailloux, faut commencer par se dire c'est quoi les gros sujets qui sont importants pour moi, je pense qu'il faut prioriser, je pense qu'il faut partager. C'est intéressant d'écouter les uns et les autres. Ouais. On peut aussi s'inspirer d'autres femmes dirigeantes. Moi, j'ai eu des managers dans ma vie qui m'ont beaucoup inspirée. Et dans ces managers, il y avait 2 femmes et un homme. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir d'œillères. Les femmes peuvent faire comme les hommes. Et parfois, elles font même mieux. Après, il faut faire ce qu'on aime et il faut travailler quand même aussi. C'est important d'acquérir des vraies compétences. Il y avait aussi une chose intéressante dont tu m'avais parlé, c'est que c'était avec Europe Assistance, que tu avais bossé avec eux sur un projet pendant 5 ans. Le projet capote, finito. Et tu es quand même ressorti de ça avec un meilleur poste que sur le projet qui a été un échec. C'est quoi ce tour de magie? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? On a eu beaucoup de mal à aboutir sur ce projet où en fait, on voulait développer la même solution process informatique pour toutes les filiales. On était dans un contexte où en fait, les directeurs généraux des filiales avaient le pouvoir plus que le DG de la holding. Donc il y avait un problème politique, il y avait un problème d'alignement complet. Donc le projet a abouti finalement à une solution mais qui ne fonctionnait pas très bien. Mais comment ils se retrouvent avec plus de pouvoir que... Eh bien, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est-à-dire que c'est parfois le directeur de la holding ne peut pas imposer des choses. Ça dépend vraiment beaucoup de la gouvernance des groupes. Donc entre le fait que les DG avaient des pouvoirs assez forts, le fait que le projet informatique qu'on développait n'était pas parti forcément sur les bonnes bases, tout ça. Bon, donc on arrivait quand même à déployer cette solution dans une filiale, mais après ça ne s'est pas déployé, donc le projet a été un échec. Par contre... Et donc tu as mis 5 ans à bosser sur ce projet. Donc pendant 5 ans, par contre, j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'étais, je pense, la seule personne d'Europe Assistance, alors que je venais juste d'être embauchée, qui connaissait toutes les filiales, tous les process de toutes les filiales. J'ai appris aussi à dialoguer, à échanger, à pousser mes idées auprès des directeurs généraux. Et donc, en fait, j'ai beaucoup appris. Et c'est souvent, en fait, dans les situations les plus compliquées qu'on est obligé de se défoncer et qu'on apprend parce qu'on est dans des zones on n'est pas dans notre zone de confort, on apprend des nouvelles choses.
Donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur la version politique, j'ai appris sur la direction de projet informatique, j'ai appris sur le management des équipes. Et tout ça, en fait, c'était un vrai acquis. Ouais. Et ça a été reconnu. Et comme en plus, j'étais en contact avec les directeurs généraux des filiales, et ben à la fin, même si le projet a été un échec, et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis retrouvée sur un siège éjectable, c'est ce que je racontais tout à l'heure, mais j'y suis restée un peu. Je me suis dit, est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais? Et au bout de 6 mois, on m'a reproposé un meilleur poste. Parce que justement, tu avais traversé... Parce que j'avais acquis une compétence qui était très forte, en fait. Et en plus, voilà. Et du coup, on m'a proposé un poste de direction chez Europe Assistance France à la sortie de ce projet. Incroyable. Si tu devais donner un conseil à la toi qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, la toi qui avait 20 ans, je lui dirais d'avoir plus confiance en elle. Déjà, écoutez bien, ça vient d'une femme qui dirige une entreprise qui fait 5 milliards par an. Voilà, donc écoutez bien. Donc la moi qui avait 20 ans, je lui dirais d'avoir plus confiance en elle. Et je lui dirais d'aller vers ce qu'elle aime faire. Là, je reviens sur mon même thème, et c'est ce que j'ai toujours fait. Mais par contre, il y a des moments où j'ai un peu plafonné parce que je ne me sentais pas légitime, parce que je me disais que j'étais moins bonne que les autres, parce que je n'osais pas négocier mon salaire. Et je lui dirais aussi de plus échanger avec ses pairs. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il ne faut pas rester seul. D'ailleurs, le fameux directeur général d'Europe Assistance, qui était un homme incroyable, il m'a expliqué qu'à un moment donné dans sa carrière, donc lui, il était directeur général de General Italy, donc une boîte d'assurance énorme. Et bon, il y a un moment où c'était un peu compliqué dans sa carrière. Et il m'a dit, j'ai fait une erreur, c'est que je me suis isolée. Parce qu'en fait, quand on est poussé dans ses retranchements, on n'a pas forcément envie d'aller vers les autres parce qu'on se dit, ah, ça va pas bien se passer. Et il m'a dit, c'est tout le contraire. Quand ça va pas bien, il faut aller vers les autres pour leur dire, mais pourquoi ça va pas? Est-ce que tu peux m'aider? Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide et à échanger avec des pairs pour s'enrichir. Incroyable, merci. D'ailleurs, on a une petite surprise pour toi. Tu m'as dit que ton cocktail préféré, c'était le mojito. Oui. T'aimais bien la couleur verte aussi? C'est vrai. Pourquoi? Déjà, tu aimes bien le orange et le vert. Orange, c'est pour ça qu'elle a un chemisier orange, comme ça vous savez. Ouais, c'est vrai. Et le vert, pourquoi? Alors, Alors déjà, c'est un choix de couleur, c'est un choix esthétique, j'aime le vert, mais je pense que alors l'orange, c'est vitaminé. Le vert, c'est peut-être lié au côté campagne, nature. Je dirais ça, puis c'est une couleur franche. Oui, j'aime beaucoup le vert. Ok, incroyable. Merci beaucoup. Bon, alors, normalement, on a la petite surprise qui va arriver. Première précision, c'est sans alcool. C'est un peu décevant. Bon, je sais pas si... Je ne m'exprimerai pas plus. Même moi, ça me ferait rire qu'on la garde. Deuxième précision, on est tout à fait présent sur Spotify, YouTube. Allez aussi nous suivre sur TikTok, Instagram et Snapchat. Voilà, donc vous pouvez tout suivre, vous avez tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On goûte, c'est parti? Ouais, on goûte. Ouais. Super, ça sent bien la menthe et le citron vert. Ouais, et d'ailleurs, je trouve, menthe citron vert, c'est un bon équilibre entre élégance, maîtrise, ce qui sont tout à fait les qualités que tu as en tant que directrice d'opération. Tu penses que c'est quoi, toi, les qualités ou les compétences les plus importantes à faire, ou à avoir plutôt, dans ce que tu fais comme métier? Ouais, c'est important. Je pense qu'il y a des qualités humaines déjà, parce que quand on manage des grandes équipes, je dirais que c'est avoir de l'empathie. C'est le respect, l'écoute. Alors moi, j'aime pas le mot bienveillance qu'on entend tout le temps, que je trouve très guimauve. Ok, qu'est-ce que t'aimes pas dans bienveillance? Je trouve que c'est un peu trop mou. Et puis je trouve que souvent on met bienveillance et que derrière les comportements sont pas forcément toujours bienveillants, toujours alignés. Ouais. Voilà, je préfère écoute, intérêt pour l'autre, respect. Je pense que sur un poste de management comme ça, il faut être aussi courageux et juste. C'est très important pour que tout le monde se trouve à sa place. Et puis après, acquérir des compétences, des méthodes, connaître le métier. Mais je pense que quand même les qualités d'animation d'équipe sont très importantes sur des postes de direction. Et d'ailleurs, je pense qu'on va probablement finir là-dessus. C'est quoi, toi, tes projets ou tes visions à 5 ans, 10 ans, tes objectifs maintenant? Est-ce que tu as atteint le sommet du sommet, c'est bon, tu es tranquille? Ou est-ce que tu as encore envie de plus? Est-ce que tu as encore des envies d'évolution? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai 58 ans, donc j'ai quand même bien avancé dans ma carrière.
Donc, j'ai pas forcément envie d'aller plus haut. J'ai plutôt envie maintenant de faire des choses différentes. Ok. Certainement axées sur la transmission. Je sais pas encore trop quoi. Mais voilà, je trouve que prof de maths. Pourquoi pas. À cet âge-là, voilà, je me dis, est-ce que je suis prête pour un nouveau challenge, faire carrément quelque chose de différent. Ok, trop bien. Bon, bah écoute, encore merci beaucoup Catherine, merci d'avoir été là. D'ailleurs, tu fais officiellement partie du club des femmes inspirantes. On te remet ce trophée Inspirel. On peut dire au revoir à tout le monde. J'espère qu'il te plaît d'ailleurs. Eh ben ouais, il est magnifique, merci. C'est un grand honneur. C'est vrai que c'est amusant pour moi d'être ici parce que je me dis, finalement, j'ai un parcours qui me semble pas particulièrement extraordinaire, mais il peut l'être quand même. Donc, je suis contente de pouvoir témoigner. Ouais. Merci beaucoup et puis à la prochaine tout le monde.